Bonjour à tous, je m'appelle Claire-Marie Legendre, je suis coordonnatrice de recherche à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. On a aujourd'hui notre quatrième et dernière conférence de notre programmation en transfert de connaissances qui est conjointe avec le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Cette année, c'était notre deuxième édition et on s'est axé pour ces 4 conférences-là sur les travaux d'étudiants. Aujourd'hui, c'est Rémi Paré-Beauchemin qui va conclure cette programmation. Je vais lui donner la parole dans une minute. Juste pour vous préciser, on va être nombreux aujourd'hui, donc on essaye, et c'est déjà le cas pour beaucoup d'entre vous, d'avoir notre caméra fermée. On va avoir une période de questions qui sera à la fin de la présentation, par souci aussi d'un aspect plutôt pratique. Comme beaucoup d'entre vous le savent, toutes nos conférences sont enregistrées et ensuite disponibles sur la chaîne YouTube de l'Institut. Donc, en mettant la période de questions à la fin, ça nous permet de couper, d'avoir personne d'autre que Rémi sur la vidéo qu'on va mettre ensuite en ligne. Il y aura juste la partie présentation. Donc, période de questions à la fin. Vous pouvez utiliser le chat ou lever la main à ce moment-là. Il y aura aussi à la fin de la présentation, dans le chat, on mettra un lien vers un formulaire d'évaluation. On le fait toujours à chacune de nos conférences. C'est vraiment très apprécié que vous les remplissiez. Ça ne prend pas longtemps, puis nous, ça nous aide à nous améliorer d'une année à l'autre pour vous proposer autant du contenu que des modalités de conférence qui conviennent au plus grand nombre. Merci beaucoup. Sur ce, je vais présenter Rémi, puis je vais lui laisser la parole parce que c'est lui le conférencier vedette du jour. Rémi Paré-Beauchemin est étudiant à la maîtrise en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke et récipiendaire de l'une des bourses d'excellence de l'université. Il est aussi auxiliaire de recherche sur plusieurs projets touchant la santé mentale auprès des jeunes. Et son mémoire s'inscrit dans les activités du Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Excusez-moi, je parle d'en bas. Rémi est dirigé par Anne-Marie Touga, qui est professeure au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke et chercheuse affiliée au GRISE et à l'Institut de première ligne. Donc, Rémi, je vais te laisser partager ton écran et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Claire-Marie. Donc, je vais partager mon écran. Merci tout d'abord à tout le monde qui assiste à cette présentation orale-là et tous ceux qui vont la regarder également par la suite sur le web. Donc, ici, je vais vous présenter ma communication. Je vais juste baisser les petites images. OK. Donc, je vous présente aujourd'hui, en fait, pas mal mon mémoire avec cette communication qui s'intitule « Composer avec les stresseurs scolaires. Qu'en pensent les adolescents et les adolescentes ». Donc, je m'appelle Rémi Paré-Beauchemin, je suis étudiant à la maîtrise en psychoéducation et c'est une communication qui va mettre un peu moins l'emphase sur la méthodologie. Donc, je vais vous présenter un peu c'est quoi la problématique, c'est quoi la méthode qui a été utilisée, mais je vais mettre beaucoup l'emphase sur les stresseurs scolaires qui ont été identifiés dans ce projet de recherche qualitative-là, mais aussi sur les facteurs apaisants et les pistes de solutions potentielles qui ressortent des propos des jeunes et qui sont aussi appuyés par la recherche afin de vraiment outiller les intervenants de différents milieux de pouvoir identifier des pistes, des stresseurs potentiels, puis quoi faire ensuite pour mieux diminuer l'impact de ces stresseurs-là dans la vie des jeunes. Donc, je vais commencer avec la problématique, c'est-à-dire l'adolescence et la santé mentale. Donc, l'adolescence, c'est une période de croissance, mais ça peut aussi être vu comme une période de vulnérabilité. Il y a des changements significatifs qui s'y produisent sur plusieurs plans, par exemple au plan physique, cognitif, émotionnel et social. Ces changements significatifs-là peuvent justement entraîner des facteurs de risque, par exemple au plan biologique comme la sensibilité accrue aux effets du stress, par exemple au niveau du cerveau, au plan psychologique comme la formation identitaire, la sensibilité aux évaluations sociales également, et au niveau social comme la complexification des relations sociales et les difficultés des travaux scolaires qui augmentent à l'adolescence en raison de l'école secondaire. Ça peut donc être une période de vulnérabilité pour les troubles mentaux, étant donné qu'une majorité d'entre eux débutent avant 24 ans et même avant 14 ans, et les troubles mentaux sont parmi les principales causes de maladies et d'invalidité à l'adolescence. Donc, brièvement, le cadre de référence sur lequel je m'appuie pour aller explorer les stresseurs. Pourquoi aller explorer les stresseurs pour prévenir les troubles mentaux à l'adolescence?
Donc, très brièvement, il y a différents modèles qui expliquent le développement et troubles de santé mentale à l'adolescence. Ici, je vais vous présenter les idées maîtresses de 3 modèles que j'ai trouvés, sur lesquels je m'appuie. Donc, on a d'abord le modèle de la triple vulnérabilité de Barlow, on a le modèle de la puberté comme contexte de risque de Rudolph, et on a le modèle sur le rôle des stresseurs de Grant. L'idée maîtresse de chacun de ces modèles-là est assez similaire, c'est-à-dire que les troubles mentaux à l'adolescence se développeraient par l'interaction bidirectionnelle entre 2 grandes familles de facteurs. D'un côté, il y a ce qu'on appelle davantage les vulnérabilités ou les processus au plan biopsychosociaux. Et de l'autre côté, on a davantage ce qui peut être rassemblé sous la famille de facteurs de risque individuels et environnementaux. Parmi ces facteurs de risque-là, individuels et environnementaux, on voit en rouge le stress et les stresseurs. Donc, on peut voir que dans chacun de ces modèles-là, le stress et les stresseurs prennent une place importante et ils sont présents dans chacun de ces modèles-là, d'où un peu la pertinence d'aller explorer pourquoi, d'explorer un peu les stresseurs dans la vie des jeunes. Maintenant, pourquoi l'école secondaire? Bien, si on ajoute à ces modèles théoriques-là les statistiques qui nomment que l'école serait la plus importante source de stress des jeunes au Canada, aux États-Unis et dans plusieurs pays du monde, ça vient, du moins pour ma part, venir me questionner pour mieux comprendre pourquoi l'école est si stressant pour les jeunes quand il y a un lien entre le stress et le développement ou des risques plus élevés de développer des problèmes, des troubles de santé mentale à l'adolescence. Il existe aussi, dans la littérature scientifique, une hypothèse des stresseurs scolaires qui, elle, postule qu'une emphase de la société qui est de plus en plus prononcée sur les accomplissements scolaires, par exemple, les opportunités du futur viennent à dépendre de plus en plus des notes à l'école, viendrait amplifier le stress scolaire. Donc, les adolescents à l'école deviennent plus stressés, ce qui augmente le risque de développer des problèmes de santé mentale. Donc, c'est quand même une hypothèse qui possède divers appuis empiriques également. Et si on ajoute à cela le contexte actuel de pandémie, ben ça peut venir multiplier les facteurs de risque dans différentes sphères, et ce qui peut venir augmenter le risque de vivre un stress chronique, par exemple, ainsi que les problèmes et les troubles mentaux. Donc, ça fait une espèce de cocktail Molotov assez explosif, ou du moins potentiellement explosif. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par stress et par stresseur? Le stress peut être vu comme un mécanisme d'adaptation qui augmente la capacité de notre organisme à faire face à des conditions potentiellement menaçantes pour notre bien-être, notre santé et notre intégrité physique et psychologique. Il y a 2 sous-concepts au concept de stress. Tout d'abord, il y a le sous-concept de stresseur qui représente des conditions qui peuvent représenter une menace, et il y a le mécanisme du stress qui, lui, est des circuits dans notre métabolisme qui préparent notre corps à réagir à la menace. Pour les stresseurs, 2 grandes familles de stresseurs, les stresseurs objectifs, qui sont des conditions perçues par tous comme étant stressantes, et les stresseurs subjectifs, qui sont des conditions perçues seulement par certaines personnes comme étant stressantes. Très brièvement, la recension des écrits que j'ai effectués dans mon mémoire. Tout d'abord, les études retenues, j'ai retenu 10 études au total en 2007-2019. Il n'y avait pas d'études en temps de pandémie, même si ma recension des écrits couvrait 2021, même que j'ai fait une relance en 2022 pour m'assurer que je couvrais vraiment plus large, mais il n'y avait pas d'études en temps de pandémie sur les stresseurs scolaires des jeunes. Il y avait les stresseurs en généraux, mais sur mes critères d'inclusion, il n'y en avait pas dans ce que j'ai recensé. Principalement, ce qui ressort aussi de ces 10 études-là, c'est des stresseurs scolaires dans 5 grandes catégories. Donc, on a les stresseurs au niveau des travaux et des évaluations scolaires, par exemple la surcharge de travail, de devoirs, les évaluations, les notes et la peur d'échouer. On a des stresseurs au plan de la pression ressentie par l'adolescent qui provient de différentes sources, par exemple la pression que l'adolescent se met sur lui-même, la pression qui provient de ses parents, des enseignants, des pairs, de l'école. Des stresseurs reliés au sentiment de manquer de temps pour faire toutes ces obligations scolaires et aussi manquer de temps pour réussir à équilibrer les obligations scolaires avec les autres activités dans d'autres sphères. Des stresseurs reliés à l'avenir, souvent l'incertitude vis-à-vis de l'avenir, des craintes pour l'avenir, et des stresseurs relationnels, par exemple, avec les pairs ou avec les enseignants à l'école. Donc, toute cette problématique-là, cette recension-là m'a mené à 2 objectifs de recherche. Premier objectif, décrire les perceptions des adolescents vis-à-vis de la nature des stresseurs vécus à l'école secondaire et comment ces stresseurs-là influencent leur expérience scolaire. Et explorer dans quelle mesure, de quelle manière la pandémie de la COVID-19 vient influencer ces stresseurs scolaires-là. Maintenant, la méthodologie, encore très brièvement, les personnes participantes, qui sont-elles? Bien, d'abord, elles proviennent d'une école secondaire francophone privée de l'Estrie.
Et elles sont 13 élèves de secondaire 3 avec une moyenne d'âge de 15 ans, incluant 8 filles dans un programme scolaire régulier. Tout d'abord, la collecte de données s'est faite à l'hiver 2021. La méthode utilisée pour collecter les données, c'est la méthode photo-voix. C'est une méthode qui met entre les mains des appareils photo pour prendre en photographie certains sujets à l'étude pour ensuite venir en discuter en grand groupe. C'est une méthode qui se met en œuvre en 3 grands temps principalement. Premier grand temps, introduire les participants au sujet de recherche et aussi à la méthode photo-voix. Ici, il y avait 2 rencontres. Première rencontre, introduire au projet de recherche et au thème et aussi à la méthode photo-voix. Deuxième rencontre, offrir quelques techniques de prise de photo aux jeunes et débuter officiellement la prise de photo pendant 1 semaine. Ensuite, deuxième grand temps, avoir des réflexions critiques de groupe sur les messages, sur les photos. Ici, 2 rencontres. Troisième rencontre, discuter des photos en groupe. Donc, chaque personne participante a pu présenter 2 photos au groupe. Et ensuite, on en a discuté. On avait 13 personnes, donc 26 photos au minimum. Quatrième rencontre, approfondir les discussions de groupe et aussi préparer l'exposition à des personnes influentes. Donc, les jeunes ont pu nommer à qui ils voulaient présenter leurs photos et leurs messages finaux et de quelle façon, par exemple, en personne. C'est ce qui nous mène au 3e grand temps. Donc, réaliser cette exposition-là à un groupe de personnes influentes. 5e rencontre ici, les jeunes ont décidé de présenter en personne leurs photos et leurs messages finaux au directeur de leur école en vue de recommander certaines pistes de solutions et de les sensibiliser aux stresseurs qu'ils vivent. Et la 6e rencontre, c'est de faire un retour bilan avec les participants sur leur expérience. Donc, les rencontres 3, 4 et 5 ont été transcrites en verbatim et ont été analysées avec l'analyse thématique réflexive de Brown et Clark et de ces 6 grandes étapes. Donc, maintenant, je vais poursuivre avec les résultats. Donc, je vais commencer avec les stresseurs scolaires et je vais poursuivre par la suite avec les facteurs apaisants, les pistes de solutions qui sont ressorties des propos des jeunes. Donc, les stresseurs scolaires, ici, je vous montre un schéma qui vient un peu résumer les stresseurs scolaires, 6 grands thèmes de stresseurs scolaires et un peu l'influence de la pandémie. Comment j'ai fait pour catégoriser un peu l'influence de la pandémie, c'est que si les jeunes nommaient que la pandémie était venue influencer directement ou indirectement leurs stresseurs, je les mettais du côté droit en rosé. Aussi, ils nommaient que le stresseur était apparu avec la pandémie ou que ça allait de soi, comme par exemple la distanciation sociale. On sait très bien que ça n'existait pas vraiment avant la pandémie. C'est une mesure qui est arrivée avec la pandémie, mais là, je le mettais juste du côté droit. Donc, comment lire ce schéma-là? Au milieu, on a évidemment l'événement de la pandémie de la COVID-19. Du côté gauche, c'est tout ce qui est les stresseurs qui sont nommés ou qu'on peut retrouver en contexte scolaire régulier, donc pas en temps de pandémie. Du côté droit, tout ce qui est en rosé, ça veut dire que soit c'est des stresseurs qui ont été amplifiés par la pandémie, ça veut dire qu'on les retrouve du côté gauche et on les retrouve du côté droit. Et du côté droit, on voit que la flèche grossit. Ou c'est des stresseurs qui sont apparus avec la pandémie, donc on les retrouve seulement du côté droit. Donc ici, 6 grands thèmes de stresseurs. On voit en haut à gauche des stresseurs reliés au poids des obligations académiques, par exemple la surcharge de travail, la peur d'oublier des choses et les examens. On a des stresseurs reliés à la pression académique, c'est-à-dire le sentiment de devoir combler des attentes élevées, soit combler ses propres attentes élevées ou combler les attentes élevées de son environnement. On a des stresseurs reliés au bouleversement de la COVID-19 et aux adaptations requises, c'est-à-dire, par exemple, le sentiment de vivre dans un monde à l'envers, le sentiment d'emprisonnement et de fatigue pandémique, l'obligation de porter les masques et de se laver les mains, les cours en ligne et de ne jamais changer d'environnement à l'école. On a ensuite des stresseurs reliés aux relations avec les pairs, c'est-à-dire la peur de ne pas être accepté tel qu'on est, et la distanciation sociale et les sentiments d'isolement. On a ensuite des stresseurs dans le 5e thème vis-à-vis le sentiment de vivre dans un sombre climat scolaire. Ça veut dire qu'ici, des stresseurs reliés au sentiment de percevoir que les messages à l'école ont une emphase principalement sur les problèmes, mais que les jeunes sont ensuite laissés seuls pour faire face à ces problèmes-là. Et des stresseurs reliés au sentiment de perte vis-à-vis la vie scolaire pré-pandémique. Et enfin, des stresseurs vis-à-vis les craintes et l'incertitude vis-à-vis l'avenir. Donc, je vais couvrir une grande majorité de ces stresseurs-là dans les diapos qui suivent. Ce qu'on peut voir aussi dans ce schéma-là, du côté gauche, on voit que l'école, c'est une source importante de stresseurs avec l'encadré du côté gauche. Donc, tous ces stresseurs-là prennent place dans un contexte qui est, selon plusieurs études, considéré comme étant stressant pour les jeunes. Et du côté droit, on voit l'espèce de ligne ondulée. Il y a beaucoup d'interrelations entre ces stresseurs-là. Ça veut dire qu'un groupe de stresseurs peut influencer un autre groupe de stresseurs. Donc, il ne faut pas les comprendre de manière indépendante, chacun de ces groupes de stresseurs-là.
Donc, je vais commencer avec les stresseurs en contexte scolaire régulier. Tout d'abord, ici, 2 thèmes de stresseurs, le poids des obligations académiques et la pression académique, c'est-à-dire la nécessité de combler des attentes élevées. Donc, par rapport au thème, le poids des obligations académiques, 2 sous-thèmes de stresseurs que je vais présenter aujourd'hui, la surcharge de travail et les examens et la peur d'échouer. Donc, surcharge de travail, ici, on voit la photo numéro 7 prise par un des participants et on voit la petite phrase en dessous qui a été attribuée à chacune des photos par un groupe de participants. Ici, on voit un casier rempli de fournitures scolaires et on peut lire « Les responsabilités scolaires peuvent être lourdes ». Chloé nous exprime, à l'école, on passe 5 heures par jour à écouter le prof nous dire la matière ou à faire des exercices, puis rendu le soir, quand on est chez nous, bien là, on a des devoirs. Puis ça recommence le lendemain jusqu'à ce que ce soit la fin de semaine, puis même là, des fois, on a d'autres travaux à faire. Donc, il ressort vraiment des propos des participants qu'ils ont l'impression de vivre une charge de travail un peu comme une espèce de cycle sans fin où ils sont toujours en train de faire des travaux scolaires, que ce soit durant être à l'école, le soir, puis même la fin de semaine. Donc, pour eux, ça produit vraiment du stress. Les examens et la peur d'échouer. Donc, une autre photo ici prise par un des participants. Un participant que je ne pouvais identifier a exprimé le temps. Tu sais, quand tu as un examen et tu as du temps, c'est tellement stressant. Et Jade qui, elle, ajoute, quand tu as les mauvaises notes, bien, ça te stresse, puis la peur d'échouer, la peur de redoubler, puis la peur de perdre des amis. Et enfin, elle rajoute aussi, des fois, il y a des trucs que tu aimerais faire, mais que tu ne pourras pas tout faire à cause justement des notes que tu vas avoir ou des échecs que tu as eus. Donc, il ressort de leur propos que d'abord, oui, les examens, les évaluations, c'est stressant pour différentes raisons, entre autres, par exemple, le temps que tu as pour faire l'examen, mais aussi, il ressort beaucoup de leur propos que les notes sont stressantes, ce qui n'est pas une surprise, mais sont stressantes parce qu'elles sont considérées comme étant un moyen d'atteindre certains objectifs futurs. C'est-à-dire que si tu as des bonnes notes, bien, ça vient augmenter les chances que tu aies des portes ouvertes pour l'avenir. Ça vient augmenter les chances que tu puisses obtenir, par exemple, la coteur que tu as besoin pour entrer au cégep. Fait que, c'est vraiment un moyen pour qu'on atteint des objectifs futurs. Fait que cette influence des notes est stressante pour cette raison-là principalement, mais aussi d'autres conséquences potentielles. On va le voir tantôt pour les attentes, combler des attentes élevées, mais aussi la peur d'échouer, c'est-à-dire la peur de redoubler ou la peur de perdre des amis. Donc, il y a plein de conséquences qui peuvent être liées à avoir des faibles notes, du moins dans la perception de c'est quoi une faible note aussi dans la tête de l'adolescent. Maintenant, autre thème de stresseur, la pression académique et la nécessité de combler des attentes élevées. Ici, 2 sous-thèmes, la pression de devoir combler ses propres attentes élevées et la pression de devoir combler les attentes élevées perçues de son environnement. Donc ici, photo numéro 21, on voit une classe et on peut lire tous la même pression. Jade, elle exprime vis-à-vis combler ses propres attentes élevées. Veut pas, on se met de la pression nous-mêmes pour essayer d'être le meilleur ou la meilleure. Puis quand tu as des mauvaises notes, ben ça te stresse. Vis-à-vis combler les attentes élevées de son environnement, Sarah elle exprime beaucoup de pression, toute la pression imposée par l'école sur les élèves. Il faut tout le temps être bon, les attentes, il faut toujours comme tout le temps en donner plus. Donc, il ressort de leur propos qu'il y a toujours une espèce de pression de performance constante. Il faut toujours performer, il faut toujours être bon, il faut toujours avoir des bonnes notes. Donc, ils ressentent ça autant de leur environnement, mais à un moment donné, ça vient aussi à les teinter eux-mêmes vis-à-vis de leurs propres attentes qui s'imposent à eux-mêmes. Et il y a aussi les parents qui ont été nommés, qui imposent certaines attentes, des fois explicites, des fois implicites vis-à-vis autant bien se comporter à l'école, par exemple, de ne pas avoir d'avis ou de suivi, ça veut dire d'avoir une note, d'avoir fait un mauvais comportement, par exemple, mais aussi des attentes vis-à-vis bien performer, d'obtenir des bonnes notes. Donc, eux, ça les stresse d'avoir cette espèce de pression omniprésente de performance constante. Maintenant, je vais présenter les stresseurs scolaires qui ont été influencés et qui apparaissent avec la pandémie également. Donc ici, un premier thème de stresseur, les bouleversements de la COVID et les adaptations requises. Ensuite, les relations avec les pairs, le sombre climat scolaire ou le sentiment de vivre dans un sombre climat scolaire et les craintes pour l'avenir. Donc, 4 thèmes et je vais vous les présenter dans les prochaines diapositives. Tout d'abord, premier thème de stresseur, les bouleversements de la COVID-19 et les adaptations requises. Ici, 3 sous-thèmes de stresseur, le sentiment de vivre dans un monde à l'envers, l'obligation de porter le masque et de se laver les mains et les cours en ligne. Donc, vis-à-vis le premier sous-thème, le monde à l'envers, on voit la photo numéro 20 ici qui a été intentionnellement mise à l'envers par le participant et on peut lire revirement de situation.
Olivier nous exprime la photo à l'envers. Bien, je l'ai surtout exprimé comme un revirement de situation à cause de la pandémie, ce qui fait en sorte qu'on vient à l'école avec nos masques, puis des fois, on ne vient même pas à l'école. Jade, elle exprime la première photo, c'est l'équilibre, parce que je trouve que les roches, bien, ils représentent un peu l'équilibre, mettons, sur notre santé mentale. Genre, quand une tombe, ça peut en faire débousseler plein. Donc, ça ressort vraiment de leurs propos, vraiment une perte de repères, en fait, où ils se sentent perdus, ils se sentent justement vivre dans un monde à l'envers, un revirement de situation où ce que leur quotidien est chamboulé. Et ils expriment aussi comment, justement, les perturbations dans une de leurs sphères de vie peuvent venir influencer leurs autres sphères de vie, en fait, comme une espèce de jeu de domino. Donc, eux, ça montre comment les répercussions dans une sphère peuvent se multiplier assez rapidement. Et ils nomment aussi comment, avec la pandémie, vient aussi tous les sentiments d'emprisonnement, c'est-à-dire de toujours devoir, oui, respecter les règles, mais de ne jamais pouvoir se déconnecter vraiment de la pandémie, peu importe où ce qu'ils sont. Des fois, ils expliquaient qu'ils allaient en nature, qu'ils allaient ailleurs, puis il y avait toujours l'obligation de porter le masque en quelque sorte. Donc, il y a vraiment une espèce de difficulté de se déconnecter de tout ce qu'ils vivent à l'école, mais surtout par rapport à la pandémie, et ce qui entraîne évidemment des sentiments de fatigue pandémique, d'être tanné, d'avoir hâte de reprendre une vie normale, puis aussi d'avoir une certaine frustration quand eux, ils respectent les règlements ou les mesures socio-sanitaires à chaque jour, mais qu'ils voient que d'autres ne le respectent pas. Donc, c'est le sentiment de frustration-là à ce moment-là. Maintenant, sous thème de stresseur, l'obligation de porter les masques et de se laver les mains. On voit deux photos ici. On peut lire « Ouch », les mesures. La première photo, c'est évidemment se laver les mains avec le Purell. Et la deuxième photo, c'est les masques. Donc, Clara nous exprime, par rapport à ce qui la stresse à l'école, les restrictions parce qu'on doit tout le temps porter les masques, on doit tout le temps se désinfecter les mains à chaque fois qu'on rentre. Ici, Tristan exprime aussi sur le même sujet, bien, admettons pour le masque, le stress de porter le masque tout le temps, d'être obligé, en fait. L'animateur lui pose la question, y a-t-il une pression dans ça? Et Tristan qui nomme, je ne suis pas sûr de comment dire, mais ouais, quand même, il y a une pression. Donc, l'espèce de voir l'obligation, en fait, de toujours devoir faire, de respecter ces mesures socio-sanitaires-là de façon constante à l'école et stressante pour les adolescents, du moins pour les participants. Ici, on voit justement la photo numéro 16, c'est les cours en ligne. Donc, on voit un ordinateur. On a Benjamin qui exprime, bien, ça représente les cours en ligne. Je suis sûr que je ne suis pas le seul, mais apprendre, c'est un petit peu plus dur en ligne. C'est un petit peu plus dur de suivre parce qu'il y a des distractions un peu partout. Mais ça me stressait des fois de manquer des choses parce que je suis en train d'être distrait. Donc, il ressort de leurs propos que justement, les cours en ligne peuvent apporter plus de distractions. On peut facilement comprendre pourquoi en étant sur l'ordinateur, les réseaux sociaux, les distractions sont peut-être plus multiples. Et en voyant aussi comment que, on sait que les cours mènent aussi à la performance, aux évaluations, aux examens, et en comprenant comment que les évaluations ou les notes peuvent être stressantes parce que ça représente le moyen d'atteindre certains objectifs futurs. Donc, on peut comprendre aussi pourquoi les cours en ligne où les distractions sont plus nombreuses peuvent être stressantes parce que si tu comprends moins bien la matière, bien, ça va se répercuter sur tes notes. Donc, on peut voir comment tout est un peu interrelié également. Autre thème de stresseur, les relations avec les pairs. Ici, deux sous-thèmes de stresseur, la peur de ne pas être accepté tel qu'on est, un manque d'authenticité et de transparence, et la distanciation sociale et les sentiments d'isolement. Donc, vis-à-vis la peur de ne pas être accepté tel qu'on est, un manque d'authenticité et de transparence, on voit la photo numéro 9 ici, c'est une classe. Ce que les jeunes exprimaient par rapport à cette photo-là, c'est qu'on voit que la classe est sombre, mais toute la lumière est un peu à l'endroit où ce que le photographe se retrouve et ils exprimaient que cette lumière-là représentait un peu le regard des autres. C'est-à-dire que les autres sont dans ce qu'on voit qui est sombre dans la classe, donc on ne les voit pas vraiment, on n'est pas capable vraiment de distinguer qui ils sont ou qu'est-ce qu'ils pensent. Et c'est comme s'ils nous regardaient tous, nous, les photographes, toute la lumière est portée sur nous. Donc, eux, ils nommaient comment c'était stressant, cette espèce de regard des autres, de présence des autres, et ils le nomment avec la petite phrase « la peur d'être jugé sans savoir si on l'est ». Sarah ajoute, moi, je trouve qu'à la classe, c'est stressant avec beaucoup de monde parce que j'ai tout le temps l'impression que tout le monde juge tout le monde. Donc, il ressort vraiment de leurs propos une peur omniprésente, constante d'être jugés quand ils sont en présence de pairs. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir de comportements précis, mais juste la présence des pairs vient stimuler cette peur-là d'être jugé dans la tête des adolescents.
Si on ajoute à cette photo-là ou à cette peur omniprésente-là d'être jugé, la photo numéro 2 ici, on voit l'ombre de 3 personnes, de 3 adolescents, et on peut lire les faux amis. Ce qu'on voit à l'extérieur, ce n'est pas toujours ce qu'on voit à l'intérieur. Ici, Sarah, elle exprime comme le visage caché des gens parce que on ne le voit pas, puis on ne peut pas savoir comment les gens sont, le visage caché des autres, comme se faire juger. Ce qu'eux exprimaient, c'est qu'ils trouvaient que ce qui était stressant à l'école parmi leur relation avec les pairs, c'est qu'ils trouvaient que certains des autres adolescents, ils les caractérisaient comme étant des faux amis. Puis, qu'est-ce que pour eux signifie des faux amis? C'est que c'est des faux amis, c'est des personnes qui ont un visage caché, c'est-à-dire qui présentent une façade extérieure ou une image extérieure, mais celle-ci est fausse parce que derrière cette image-là, ces personnes-là pensent et croient autrement. Donc, eux, ils trouvaient que c'était stressant de se sentir en présence de faux amis quand ils sentaient qu'il y avait un manque d'authenticité et de transparence chez ces faux amis-là parce que eux, ça stimulait leur peur d'être jugés. Et ensuite, Christopher ajoute à cela, cette photo-là, ça représente un peu que parfois, on est avec nos amis, on a l'impression qu'on doit faire semblant pour fitter dans un groupe, puis ça nous donne du stress. Donc, d'ajuster leur comportement pour fitter dans un groupe, pour être accepté. Donc, si on reproduit dans un schéma, on peut le voir comme ça. Il y a la peur du jugement qui est omniprésente chez les adolescents quand ils sont en présence de pairs, ce qui les mène à des comportements de devoir faire semblant pour justement éviter d'être jugés par leur père et au final pour être acceptés par eux. Ces dynamiques-là se produisent dans un environnement social où il y a la présence de certains faux amis qui sont d'autres adolescents, mais qui, selon la perception de certains jeunes, ont un manque d'authenticité et de transparence, c'est-à-dire un visage caché parce qu'il présente une façade qui est fausse et derrière celle-ci, il pense autrement. Donc ça vient stimuler la peur du jugement qui ensuite mène à des comportements de devoir faire semblant pour éviter d'être jugé négativement. Et c'est des dynamiques qui causent du stress dans les propos des participants. Maintenant, comment la pandémie est venue influencer ces dynamiques-là? On a la photo numéro 10 ici, des participantes avec le masque et on peut lire « émotion cachée ». Chloé, elle exprime, on ne se reconnaît même plus, on est rendu habitué de voir les autres avec des masques et c'est la peur du jugement, on va dire, que tu ne peux pas voir les émotions des autres, puis aussi comme là dans la classe, puisque tout le monde a un masque, personne ne parle. On a juste peur de lever la main. Donc, comment que la pandémie est venue influencer ces dynamiques-là? Il nomme comment le port du masque vient dissimuler davantage le visage des autres. Donc, ça vient amplifier le visage caché des pairs parce que là, tu ne peux plus voir les expressions faciales, les émotions des gens dans le visage des gens. Donc, ça vient comme encore plus dissimuler. En ne voyant pas leurs émotions, tu ne peux pas voir le sourire, tu ne peux pas voir des signes rassurants que leur personne n'est pas en train de te juger. Donc, ça vient vraiment stimuler ce visage caché-là qui est amplifié par les masques, vient vraiment amplifier la peur du jugement des participants et qui ensuite mène à des comportements de devoir faire semblant, donc de ne pas être réellement eux-mêmes dans leur relation sociale. Et on peut voir aussi les réseaux sociaux qui viennent augmenter la peur du jugement. Ce que les participants nommaient, c'est qu'en temps normal, en temps régulier, sans pandémie, les réseaux sociaux augmentent leur peur du jugement parce que là, ils vont sur les réseaux sociaux, ils voient des images qui sont artificielles, ils voient des illusions où ce que les autres jeunes présentent des photos de leur vie, mais qui ne sont pas nécessairement toujours authentiques. Donc, ça les augmente leur sentiment de se comparer avec les autres sur les réseaux sociaux. Et les participants, en se comparant avec les autres, ça augmente leur peur du jugement. Et les participants nommaient comment, en temps de pandémie, ils passent plus de temps sur les écrans. Et donc, en passant plus de temps sur les écrans, il y a une probabilité qu'ils passent plus de temps sur les réseaux sociaux, évidemment. Et donc, en temps de pandémie, la peur du jugement peut être augmentée, que ce soit par le port du masque, en cachant les émotions des autres, et aussi par une présence plus accrue sur les réseaux sociaux et avec les comparaisons sociales qui se produisent sur les réseaux sociaux. Maintenant, autre sous-terme de stresseur, la distanciation sociale et les sentiments d'isolement. On a la photo numéro 12 ici, où on voit 4 participants ensemble, mais séparés par les masques. Ils portent tous un masque. Sarah l'exprime, je trouve que ça nous empêche d'être qui on est avec nos amis parce que comme tout le temps une barrière à cause du masque et de la distance, normalement, tu serais porté, par exemple, à comme leur faire un câlin quand tu arrives, mais là, tu peux comme pas, fait que tu es comme plus dans ton coin puis plus gêné. Donc,
Oui, ici, vis-à-vis de ce que les restrictions à l'école leur font le plus vivre, Clara l'exprime, surtout le fait qu'on ne peut pas interagir avec d'autres personnes de d'autres classes, par exemple, des amis qu'on a dans d'autres classes, on ne peut pas aller les voir ou on ne peut pas leur parler. L'animatrice a nomme, donc c'est vraiment l'isolement que ça fait le plus et Clara fait signe que oui. Donc, les participants nommaient comment la mesure de distanciation sociale venait vraiment perturber leur relation sociale avec leurs amis, ou ce que quand ils pouvaient les voir en personne, ils ne pouvaient jamais vraiment être avec eux au même titre qu'avant la pandémie, parce qu'il y a toujours cette espèce de mur de distanciation sociale qu'ils doivent respecter, pas de poignée de main, pas de câlin, donc tu ne sais pas comme trop comment te comporter parce que tu ne peux pas agir naturellement ou avec comment tu agirais sans la pandémie. Donc, ça peut venir justement rendre les gens plus gênés ou plus maladroits ou pas trop savoir quoi faire. Même s'ils sont avec leurs amis, ils se sentent plus dans leur coin. Et ils nomment aussi comment l'école doit respecter les mesures de distanciation sociale pour la protection de tous, évidemment. Et donc, eux ont mis en place le fait que tu as des bulles. Chaque classe représente une bulle, puis les bulles ne peuvent pas se mélanger avec d'autres bulles. Donc, les jeunes nommaient comment ils se sentaient vraiment davantage isolés parce que là, ils doivent rester dans leur bulle, ils ne peuvent pas aller voir les amis de d'autres classes, même aux récréations, ils ne peuvent pas se mélanger. Donc, cette espèce d'isolement, même si soit tu ne peux pas voir tes amis de d'autres bulles, soit même quand tu les vois, tu dois respecter cette distanciation sociale-là. Donc, on voit vraiment le stress relié à cette perturbation des relations sociales. Maintenant, autre terme de stresseur, le sentiment de vivre dans un sombre climat scolaire. Ici, 2 sous-thèmes de stresseurs, l'emphase sur les problèmes, mais le sentiment d'être seul pour leur faire face et le sentiment de perdre vis-à-vis de la vie scolaire pré-pandémique. Donc, vis-à-vis de l'emphase sur les problèmes, mais seul pour leur faire face, ici, on voit la photo numéro 6 et on voit une affiche sur le mur et on peut lire c'est quoi un trouble alimentaire. Donc, on parle de santé mentale et on peut lire la phrase parler de solutions plutôt que juste parler des problèmes. Patricia nomme à l'école, on dirait qu'on essaie tous de nous inciter aux problèmes à la place de faire de la prévention. On met beaucoup d'affiches sur les problèmes. On dirait qu'on fait juste présenter le trouble, mais on ne dit pas comment s'en sortir. Parce qu'il y avait une pancarte où il était écrit que le nombre de suicides par année et rien d'autre. Même sans savoir c'est quoi nécessairement, on peut déjà se dire peut-être qu'on en a un. On dirait qu'on nous incite beaucoup à avoir des problèmes de santé mentale comme ça. Sarah l'ajoute, ils en mettent partout des affiches dans l'école, mais on n'en parle jamais vraiment en classe de ces problèmes-là. Il y en a gros que ça peut te concerner, mais la seule aide que tu peux avoir, c'est grâce aux affiches. Donc, ce qui ressortait de leurs propos, c'est qu'ils trouvaient qu'à l'école, il y avait beaucoup d'affiches, il y avait beaucoup de messages de prévention qui venaient les informer sur certains problèmes, mais que l'emphase de ces problèmes-là était principalement sur les problèmes, justement, mais que les ressources, les outils, les trucs et astuces ou les solutions pour faire face à ces problèmes-là étaient plutôt absents sur les affiches. On peut voir sur l'affiche, justement, infos, trucs et conseils. On peut le voir, mais il est en tout petit en dessous de parle de santé mentale. Donc, ce n'est pas mis en évidence. Eux, ils exprimaient tout d'abord qu'ils sentaient que, justement, ils étaient comme toujours exposés à des messages qui mettent l'emphase sur les problèmes. Ça pouvait devenir à être déprimant. Ils exprimaient comment il y avait une affiche à un moment donné qui était juste écrit le nombre de suicides par année. Donc, eux, ils voient ça, mais ils ne voient pas de piste de solution, ils ne voient pas des ressources. Donc, ils nomment tout d'abord qu'il n'y a pas beaucoup d'aide sur les affiches. Ils nomment aussi qu'ils trouvaient qu'on n'en parle pas beaucoup non plus de ces problèmes-là. C'est comme ils sont affichés sur les affiches, mais ensuite, on ne fait pas de retour direct en groupe. Il n'y a pas d'atelier qui vient leur parler de ces problématiques-là. Donc, ils pourraient même trouver que des fois, la seule aide que tu peux avoir, c'est grâce aux affiches, mais cette aide-là sur les affiches est déjà diminuée. Donc, ça pourrait vraiment les mener on leur met, pas en pleine face, mais presque, plusieurs problématiques, mais ensuite, on les laisse un peu seuls pour faire face à ces problématiques-là. Donc, eux, ils trouvaient que c'était stressant. Puis l'emphase de la pandémie, c'est que dans la photo, on voit du côté droit la petite affiche qui nomme de se laver les mains aussi. Et donc, en temps de pandémie, le risque que ces affiches-là qui mettent l'emphase sur les problématiques est amplifié avec le nombre d'affiches qui peut être justement augmenté dans le milieu scolaire. Vis-à-vis le sous-thème de stresseur, les sentiments de perte vis-à-vis la vie scolaire pré-pandémique. Donc, on a 2 photos ici, photo 3 et photo 6. Et vis-à-vis la photo 6, on peut lire la solitude nous coupe des échanges. Sarah elle exprime vis-à-vis la photo numéro 3, moi j'ai mis genre s'ennuyer du passé. C'est comme aller chercher quelque chose qui est inaccessible parce que tu ne peux pas aller retourner dans le passé. C'est qu'avant la COVID, on avait des activités comme le cinéma puis plein d'activités. Cette année, c'est comme si on n'avait même pas le droit à ces récompenses-là.
Patricia elle ajoute cette photo-là, la photo numéro 6. J'ai essayé de représenter parce qu'on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de lumière dans l'école, comme si c'était un endroit un peu mort, pas vraiment en vie. Il n'y a comme pas beaucoup de joie dans l'école, surtout en ce moment, puis ça nous rend beaucoup plus déprimants qu'avant. Donc, il nomme que durant la pandémie, du stress relié à toutes les espèces de pertes qui ont vécu à l'école, en fait, de perdre des activités sociales rassembleuses parascolaires qu'ils pouvaient faire à l'école avant, mais que maintenant, ils ne peuvent plus parce qu'ils ne peuvent plus se rassembler, ce qui entraîne toute l'espèce de perte de joie, perte de plaisir, perte de légèreté à l'école. Donc, eux, ils trouvaient que c'était stressant, tous ces sentiments-là de perte de ce qu'ils ne pouvaient plus faire maintenant vis-à-vis de ce qu'ils pouvaient faire avant la pandémie à l'école. Maintenant, thème de stresseur, les craintes pour l'avenir et le sous-thème de stresseur plus précisément, l'incertitude vis-à-vis de l'avenir. On voit la photo numéro 24 ici et on peut lire « proche, mais clair, mais l'avenir est flou ». Clara précise par rapport à cette photo-là, plus vers le centre de la photo, il y a une partie qu'on voit plus clairement. Ça représente un peu plus le présent et dès qu'on essaie d'aller voir un peu plus loin, c'est plus flou. Donc, ça représente le futur. Et je trouve que c'est un élément plus stressant d'essayer de voir plus loin, puis des fois, on n'est pas tout le temps certain à quoi s'attendre. Sarah l'ajoute, moi, il y a un truc qui me stressait, c'est que je trouve qu'on ne dit pas assez ce qu'il se passe, comme genre nous tenir plus informés. Il nous manque des informations qu'on ne sait pas. Moi, j'ai tout le temps peur qu'on retourne en ligne. Et Chloé rajoute, peur des prochaines étapes, ne pas savoir, impression qu'il va toujours y avoir autre chose qui va arriver en écoutant les nouvelles. Exemple, une troisième vague, d'autres virus. À chaque fois, les médias reviennent avec une nouvelle chose. Donc, ce qui ressort de leur propos, c'est qu'en contexte scolaire régulier, donc sans pandémie, il y a effectivement d'incertitudes vis-à-vis de l'avenir qui leur cause du stress vis-à-vis qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Par exemple, est-ce qu'ils vont rentrer dans le programme universitaire de leur choix et tout. Donc, ce n'est pas nouveau en temps de pandémie, mais ce que la pandémie ajoute, c'est que ça vient amplifier cette incertitude-là, cet inconnu-là, avec tous les chamboulements que la pandémie se produit, avec tout l'inconnu, la nouveauté, l'imprévisibilité de la pandémie. Ça vient vraiment augmenter leur stress. De l'autre côté, il y a certains participants qui nommaient trouver qu'ils ne recevaient pas assez d'informations. Donc, ils sont gardés dans l'inconnu pouvant générer du stress. Et l'influence des médias, comment que les médias peuvent venir justement amplifier aussi le stress que les jeunes vivent, parce que là, les médias, selon leurs propos, rapportent souvent des nouvelles négatives. Le troisième vague, d'autres virus, la peur aussi également. Donc, comment tout ça, en tant que pandémie, l'incertitude vis-à-vis de l'avenir est amplifiée, ce qui génère du stress chez les adolescents. Maintenant qu'on a fait un tour de un peu tous les stresseurs scolaires que les participants ont nommés, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, il ressort aussi de leurs propos des facteurs apaisants reliés à l'école et aussi des pistes de solutions potentielles, le tout appuyé par des études scientifiques. Donc, tout d'abord, vis-à-vis le sentiment de surcharge de travail, qu'est-ce qu'on peut voir dans les études? Tout d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que les études démontrent que entre la durée des devoirs et le rendement scolaire, il y a une association qui est positive, mais que celle-ci diminue après 1 heure à 2 heures de travaux par soir, selon le niveau scolaire des jeunes. Il faut savoir aussi que les études démontrent que trop de temps passé sur les devoirs est associé à divers problèmes, que ce soit des problèmes de santé comme le stress, le désengagement scolaire et une vie moins équilibrée. Donc, maintenant qu'on sait que les études démontrent que plus de devoirs n'équivaut pas toujours à un meilleur rendement scolaire et ça peut même entraîner divers problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les études scientifiques proposent de tout d'abord sonder les élèves, les parents et les enseignants sur la charge de devoirs que les jeunes font à chaque soir. Ça peut se faire en faisant remplir des journaux de bord, ça peut se faire aussi en faisant faire les devoirs en classe pendant une semaine pour vraiment évaluer la durée que ça prend pour les jeunes de faire leurs devoirs. Et les professeurs peuvent aussi voir là où ça va accrocher, là où les gens ont des problèmes avec les devoirs. Les études recommandent aussi de coordonner tous les travaux et les évaluations entre tous les enseignants d'un même niveau scolaire. C'est-à-dire, par exemple, tous les enseignants de secondaire 3 d'une même cohorte peuvent avoir un calendrier commun où ils vont y inscrire les devoirs ou la charge de travail à chaque semaine, les travaux à remettre, les examens, les évaluations, afin que les enseignants de la même cohorte soient conscients de la charge de travail des autres cours que la même cohorte, la même classe reçoit à chaque semaine, ce qui leur permet de se coordonner puis de mesurer ou de déplacer certaines évaluations lors de périodes plus chargées, par exemple.
Et enfin, les études recommandent la règle du 10 minutes, qui est une moyenne, évidemment. Donc, les travaux scolaires devraient durer 10 minutes par soir, multiplié par le niveau scolaire. Donc, en scolaire 1 à 5, qui représente les niveaux scolaires 7 à 11 du système académique anglophone, les devoirs à la maison devraient durer entre 70 et 110 minutes par soir, tout cours confondu. C'est sûr que là, c'est plus ou moins parce que tu en as certains qui sont plus rapides dans leurs devoirs, tu en as qui sont plus lents, mais ça c'est des recommandations qui reflètent la nature des associations positives entre les devoirs et le rendement académique que j'ai présenté juste ici en haut de la diapositive. Donc, c'est des recommandations qui reflètent ces associations-là positives pour éviter justement une association trop négative entre la durée des devoirs et le rendement académique. Et donc, c'est quelque chose qui peut guider un peu les enseignants sur quelle charge de travail donner aux élèves, mais aussi il y a plusieurs autres recommandations dans les écrits scientifiques, par exemple, qui nomment que ce n'est pas tant la quantité de devoirs, mais c'est vraiment la qualité de devoirs qui prédomine pour les apprentissages. Et là, il nomme plusieurs critères pour caractériser ou définir c'est quoi un devoir de qualité. Donc, il y a vraiment plusieurs recommandations qui peuvent justement guider, inspirer les enseignants sur la charge de travail pour vraiment optimiser les apprentissages, mais aussi diminuer les risques associés à trop de devoirs. Maintenant, du contenu pédagogique interactif. Chloé, elle exprime ce qu'on aimerait changer, c'est la méthode d'apprentissage, plus faire des projets pour qu'on comprenne, ou bien je ne sais pas trop, mais d'autres manières que juste écouter le prof parler. Donc, qu'est-ce que la littérature scientifique nomme à ce sujet? Il propose la classe inversée, où avant le cours, les jeunes font des activités d'apprentissage à la maison sous forme d'écouter des vidéos enregistrées par l'enseignant, de faire des exercices à l'individuel. Et pendant le cours, ça va être plutôt des activités d'apprentissage interactives de groupe. Par exemple, faire des brefs retours en classe, répondre aux questions, faire des activités en petits ou en grands groupes sous forme de discussion, par exemple, faire des présentations orales, des créations de maquettes. Donc, c'est un peu plus interactif. Et les études démontrent que cette classe inversée-là est associée à plusieurs bénéfices, que ce soit le rendement académique, l'engagement et la motivation scolaire, les compétences relationnelles et les interactions sociales, entre autres. Donc, ça peut être de quoi à essayer de temps en temps pour voir comment que les jeunes qui souhaitent avoir plus d'interaction à la classe au lieu de juste toujours comme recevoir, peut-être de manière plus passive, les enseignements, comment ils peuvent répondre à ce type d'enseignement-là qui est peut-être un peu différent. Ensuite, les ateliers d'habileté de vie. Patricia en nomme à l'école, on ne nous apprend pas comment gérer les émotions, à apprendre plus sur nous, comment gérer des problèmes avec d'autres personnes. C'est ça que je pense que l'école devrait plus ajouter. Donc, il y a différents programmes pour développer les ateliers d'habileté de vie. On a ici, par exemple, le programme hors-piste de prévention des troubles anxieux et d'autres troubles d'adaptation qui est offert par le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale, qui offre divers ateliers pour développer les connaissances et les compétences en santé mentale des jeunes, en gestion de soi, anxiété, stress, par exemple, en comparaison sociale, apprendre à se connaître également. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être offert pour développer justement les connaissances et les compétences dans d'autres sphères que simplement la sphère académique à l'école. Il y a aussi, plus précisément vis-à-vis le stress, le programme Distress et Progress qui permet d'identifier, de déconstruire le stress et d'offrir des stratégies pour diminuer la réponse au stress des jeunes. Donc, c'est des programmes qui ont été rapportés efficaces pour leur sphère, leur cible d'intervention. Et enfin, vis-à-vis l'identité, il y a des activités d'exploration identitaire réflexive qui peuvent être mises en place à l'école. Ça peut être, par exemple, sous forme d'activités dans les milieux réels, donc des programmes d'initiation à un milieu de travail, entre autres. Ça peut être sous forme de discussion, de présenter différents modèles inspirants qui permettent de remettre en question certains stéréotypes, par exemple, présenter des modèles de femmes qui œuvrent au sein d'emplois plus masculins et des activités pour cultiver des réflexions sur soi-même et sur les inégalités sociales, par exemple, de faire la lecture, la discussion de romans en groupe, faire des tâches d'écriture sur ses valeurs, par exemple, ou même les arts. Donc, ça peut être des ateliers qui peuvent être mis en place aussi à l'école, à même parfois le curriculum comme une tâche d'écriture, parfois en addition pour vraiment stimuler la formation identitaire. Ensuite, les messages de prévention à l'école. Qu'est-ce qui ressort de leurs propos? C'est que les messages de prévention pourraient tenter de souligner davantage les solutions et les gains à obtenir. Je vais vous expliquer un peu ce que ça signifie. Tout d'abord, les études démontrent que les messages de prévention peuvent entraîner des effets inattendus, ce qu'on appelle l'effet boomerang. Ça peut, par exemple, augmenter la stigmatisation, générer des émotions négatives et favoriser le comportement que l'on souhaite prévenir.
Il y a deux grandes familles ou deux grandes façons de rédiger des messages de prévention. On les écrit. D'un côté, on peut mettre l'emphase sur les gains à obtenir. Ça veut dire si on fait tel comportement, vous allez obtenir tel bénéfice, tel gain. Donc, ça, on met l'emphase un peu plus sur le positif. De l'autre côté, on peut mettre l'emphase un peu plus sur le négatif, donc sur les pertes qui peuvent être encourues. C'est-à-dire, si vous faites telle action, cela va engendrer telle perte, telle conséquence négative pour votre santé. Ce que les études démontrent, c'est que l'effet de persuasion entre ces deux grandes familles de messages-là est similaire. Donc, les deux ont autant de pouvoir de persuasion. Là où ces messages diffèrent, c'est sur les émotions générées. Quand tu mets l'emphase sur les gains, donc sur le positif, ça va tendre à générer davantage d'émotions positives. Tandis que quand tu mets l'emphase sur les pertes, donc sur le négatif, ça va tendre à générer des émotions davantage négatives. Et il y a plusieurs études qui montrent que les émotions influencent la santé physique, santé mentale également. Donc, si on se met à la place des jeunes qui sont à l'école de nombreuses heures par semaine, de nombreuses semaines, de nombreuses années, et s'ils nomment qui sont exposés à des messages qui mettent davantage l'emphase sur les problèmes, on peut voir comment ça peut générer des émotions négatives et ça de façon chronique. Donc, il y a peut-être possibilité de repenser ou d'avoir des réflexions sur la façon de rédiger des messages. Donc, d'un côté, peut-être mettre l'emphase plus sur le positif, sur les gains à obtenir, ou si on ne peut pas toujours le faire, bien, de s'assurer d'ajouter des solutions, soit sur les affiches, mais aussi, comme les participants l'ont nommé, d'en parler directement pour pas que ce soit juste des messages de prévention à travers les affiches, mais qu'on puisse avoir des discussions sur ces problématiques-là. Les activités de loisirs organisées et l'activité physique. Je pense que c'est mon avant-dernière piste de solution. On voit la photo numéro 11 ici, faire du sport pour le fun. Donc, qu'est-ce que Tristan nous exprime? Juste faire du sport en général, ça m'apaise. Et qu'est-ce que les écrits scientifiques nous nomment à ce niveau? Bien, ils expliquent que les sports individuels de groupe, les arts, la musique, la danse, les clubs étudiants, comme les clubs de politique ou le bénévolat, peuvent entraîner divers bénéfices, en fait, que ce soit au niveau académique, comme le rendement scolaire, au niveau psychologique, comme une réduction du stress, des problèmes intériorisés et extériorisés, et au niveau social, comme cultiver un meilleur réseau de soutien. Donc, évidemment, je pense que ce n'est pas une surprise pour personne, mais entre autres, avec la pandémie, ça, c'est des sphères qui ont peut-être été plus affectées, perturbées, d'où l'importance de peut-être en faire la promotion, les favoriser dans le milieu scolaire, que ce soit les activités de loisirs organisées et l'activité physique auprès des jeunes. Le climat scolaire positif. Qu'est-ce que c'est le climat scolaire positif? C'est les normes, les valeurs et les attentes qui permettent de se sentir en sécurité socialement, émotionnellement et physiquement à l'école. Le climat scolaire positif est associé à plusieurs bénéfices, par exemple le bien-être, la santé mentale positive, le développement identitaire et la réussite scolaire. Il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place à l'école pour favoriser un climat scolaire positif. Par exemple, développer un climat d'acceptation, de bienveillance et de soutien entre les pairs, ce qui peut se faire, entre autres, en repérant et en intervenant rapidement lors de comportements d'exclusion. Prendre soin des enseignants, évidemment, pour que si les enseignants sont bien, pas trop de stress, justement, pas trop surcharge de travail, bien, ça va se répercuter dans leurs relations, entre autres, ou dans leur stratégie d'enseignement dans leur classe, et donner une voix aux élèves dans les décisions. Vis-à-vis ce dernier point-là, qui sous-tend un peu ce mémoire-ci et la méthode photo-voix, ça peut se faire de différentes façons, mais ça signifie d'aller entendre la perspective des jeunes sur différents enjeux et de s'assurer d'aller valider notre compréhension d'adultes pour s'assurer qu'on interprète bien leurs propos. Et justement, c'est de favoriser cette collaboration-là, adulte-élève, pour identifier les enjeux dans le milieu, mais aussi des pistes de solutions à ces enjeux-là. Donner une voix aux élèves est associé à plusieurs bénéfices, par exemple le rendement académique, l'intérêt aussi pour l'école, mettre en place des initiatives à l'école, par exemple étendre le recyclage et le compost, influencer même la formation continue aux adultes, donc le contenu, qu'est-ce que les adultes devraient savoir pour mieux accompagner les jeunes, et enfin, souligner des enjeux qui sont inconnus et offrir des pistes de solutions ingénieuses, comme un peu ce qui se passe dans ce mémoire-ci. Et enfin, dernier facteur apaisant et piste de solution, l'accès à la nature, qui a été le facteur apaisant le plus discuté, lui qui a été nommé par le plus de participants dans cette collecte de données-là. Donc, on voit la photo numéro 13 ici. On peut lire « Grâce à la nature, on peut se déconnecter de notre vie ». Clara l'exprime, je trouve que la nature, c'est relaxant. Puis souvent, quand on est dans la nature, on prend un peu plus de temps pour nous, d'être dans nos bulles, puis de réfléchir, puis d'être surtout plus loin des écrans. La nature m'aide beaucoup à déstresser, puis c'est beau. Donc, qu'est-ce que les écrits scientifiques nomment par rapport à la nature?
il nomme que l'accessibilité, la proximité à la nature, s'exposer à la nature ou faire des activités en nature est associée à plusieurs bénéfices, que ce soit le bien-être, la santé mentale, les habiletés cognitives, le rendement académique, la confiance en soi, l'estime de soi, réduire le stress et favoriser la résilience. Ces activités-là ou cette exposition-là à la nature peut se faire sous différentes formes, que ce soit d'avoir accès au parc, d'aller au parc, faire du jardinage à l'école, de faire une sortie près d'une étendue d'eau, faire des cours à l'extérieur, une marche en nature, des interventions en forêt. Donc, selon le milieu scolaire, ici, la Calédonie s'est faite près d'un milieu scolaire où ils avaient accès à une forêt. Donc, c'est un bel avantage, un beau bénéfice. On comprend que ce n'est pas toutes les écoles qui vont avoir accès à une forêt à proximité, mais il y a différentes initiatives qui peuvent être mises à l'école, peu importe un peu l'école est où. Par exemple, de faire du jardinage à l'école, ça peut se faire quand même assez réalistiquement. Donc, il y a différentes méthodes qui peuvent être faites pour quand même favoriser cette présence-là ou cette exposition-là à la nature dans le milieu scolaire pour essayer de justement apaiser le stress et bénéficier les adolescents. Enfin, je vais juste terminer avec quelques citations d'experts du milieu sur l'éducation pour avoir des réflexions un peu plus au niveau macro. Donc, ici, on peut lire l'accent mis sur les notes au détriment de l'apprentissage et la pression sous-jacente exercée sur les élèves pour qu'ils rivalisent entre eux peuvent entraîner une attitude qui ignore les intérêts de la communauté et donne la priorité aux préoccupations personnelles. En cherchant à réussir, les adolescents peuvent devenir aliénés des instituts, de la société et d'eux-mêmes. Il faut faire face à des questions beaucoup plus vastes telles qu'un examen approfondi de la culture de la réussite et de l'avancement individuel et la raison d'être de l'éducation et des tests. Je soupçonne qu'il est normal d'éviter de penser aux grandes questions précisément parce qu'elles ont plus de conséquences et obligent à agir. Les communautés doivent examiner ce qu'elles entendent par réussir et comment leur définition influence leur façon de faire les choses, ce qui inclut à l'école. Les écoles peuvent ne pas vouloir mettre en place ces changements. Leur structure actuelle répond aux besoins et aux objectifs de la classe moyenne et les écoles se portent bien, entre guillemets. Mais il faut se demander à quel prix. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention, votre présence à cette communication orale-là et je reste disponible pour des questions. Mon adresse courriel est inscrite ici ou sinon je pourrais aussi la fournir dans le chat. Donc, merci beaucoup.